La présentation qui vient d'être faite pour l'Afrique du Sud, la zone Afrique du Sud. Je ne vais pas revenir sur tous les points qui ont été développés tout à l'heure, mais je voudrais rappeler que ce travail a été élaboré par Dr. Florenzo de ECTAD et que j'ai l'honneur de présenter ici, et je le salue au passage pour la qualité de ce travail. Donc, il y a des aspects sur lesquels je ne vais pas insister parce qu'ils ont été très bien élaborés par Dieudonné tout à l'heure en ce qui concerne les cycles de la maladie. Mais très rapidement, rappelons donc que 31 pays d'Afrique sont infectés par la peste porcine africaine, dont 14, comme il a dit tout à l'heure, sont dans la zone où le cycle sylvatique n'existe pas. C'est ce qui est effectivement le cas de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale que je présente aujourd'hui. Donc, parmi les cycles qui ont été cités, il y a bien les 3 cycles, le cycle sylvatique qui fait intervenir les porcs sauvages, les suidés sauvages et les tiques molles, il a très bien présenté. Le cycle domestique qui fait intervenir aussi les porcs domestiques et les tiques, c'est le cas qui se passe plutôt au Malawi. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et nous allons nous concentrer sur le cycle du porc domestique qui implique à la fois les porcs domestiques, la viande de porc, des personnes qui interviennent dans la filière porcine et dans la chaîne de valeur de cette production, et puis tous les supports inanimés, les fomites, qui sont donc des voies de transport, de déplacement de virus d'un point à un autre. La carte de la situation du statut actuel des pays a été présentée et commentée par Dr. Dieudonné. Je ne vais pas revenir là-dessus. Tout simplement, en haut et à droite, vous voyez très bien une carte animée qui montre tous les cas, les foyers qui ont été signalés dans les pays du continent africain depuis 1976 à nos jours. Et vous voyez que pratiquement les points rouges s'allument dans pratiquement toutes les régions du pays, à l'exception bien évidemment des pays où le cheptel porcin est très réduit parce que ce sont pour la majorité des pays à dominante religieuse musulmane où le cheptel porcin est réduit. Mais partout où le cheptel porcin est important et en croissance rapide, on a observé l'apparition de foyers de peste porcine africaine. Ici, nous avons un schéma qui présente la chaîne de valeur de la filière porcine, dont le dynamisme se traduit par la multitude des opérateurs qui interviennent dans ce secteur. Et de la porcherie jusqu'à l'assiette du consommateur, il y a un très grand nombre d'intervenants. Cela se justifie par le fait que, comme il y a des interdits religieux sur la viande de porc, cette viande ne suit pas le même circuit que les autres viandes de ruminants et de volailles. Donc, il y a effectivement des professions qui se sont développées autour de cette filière, de cette chaîne de valeur, et ce qui en fait une spécificité. Donc, le nombre de personnes, ou du moins d'acteurs qui interviennent dans cette chaîne de valeur fait qu'effectivement, cela multiplie les facteurs de risque et notamment les facteurs de risque vis-à-vis de la peste porcine africaine. Quand on passe en revue tous les strates tous les maillons de cette chaîne de valeur, on a bien entendu les intrants, les fournisseurs d'intrants et de facteurs de production. Nous avons la strate de la production, les produits qui sont élaborés dans cette production et qui sont livrés sur le marché, la transformation, la commercialisation. Et on voit qu'à chaque interaction, à chaque interface entre un maillon et un autre de cette chaîne de valeur,
il y a effectivement des zones où, du fait de la forme même informelle des transactions, il y a un risque de plus en plus élevé, notamment vis-à-vis de la peste porcine africaine. Quand on prend le cas des intrants et des facteurs de production, on a tous les fournisseurs d'intrants, c'est-à-dire les aliments, les médicaments et bien évidemment les services associés pour la porciculture. On a le stade de la production où interviennent les éleveurs et tous les travailleurs dans cette strate de la production. Et puis, il y a tous les produits qui sont mis sur le marché, c'est-à-dire les porcs qui vont dans la chaîne de consommation, c'est-à-dire les porcs charcutiers. Mais nous avons aussi des reproducteurs qui vont revenir dans d'autres exploitations pour la reproduction. Et il y a des porcelets qui vont aller dans d'autres exploitations aussi pour servir de base d'engraissement des petits éleveurs notamment. Donc, cette caractéristique qui fait intervenir beaucoup d'acteurs au niveau de la production autour de laquelle s'agglomèrent ou gravitent toutes ces spécialisations, bien évidemment, cela crée beaucoup d'interfaces où effectivement le risque est de plus en plus important. Pour ce qui concerne la transformation, on sait très bien que la majorité des abattages, des découpes et de la distribution se fait dans des schémas qui ne sont pas forcément des schémas officiels. Et bien évidemment, ces schémas non officiels, officieux, et avec des abattages dans les exploitations, dans les communautés, les aires d'abattage clandestins, tous ces facteurs interviennent pour démultiplier les risques dans les communautés, notamment dans les petits élevages communautaires où, effectivement, la biosécurité n'est pas du tout respectée. À cela s'ajoutent tous les aspects de la commercialisation qui aussi impliquent de nombreux acteurs, puisque à la fois pour les intrants agricoles qui rentrent dans la production que pour les porcs, une fois qu'ils sortent des exploitations, jusqu'au centre de transformation, il y a des intervenants commerciaux qui sont nombreux et qui parcourent les zones d'approvisionnement pour alimenter les zones de consommation, et ce transfert ne se fait pas sans danger puisque les moyens en général sont très rudimentaires, et tout cela se fait sans respect de la moindre observance des mesures de biosécurité. Puis bien évidemment, il y a le consommateur final qui lui aussi intervient, que ce soit de la consommation en milieu communautaire, la consommation familiale, dans les restaurants de rue ou dans des restaurants modernes. On sait très bien que beaucoup d'exploitants, et la flèche le montre, beaucoup d'exploitants ou de petits exploitants dans les centres urbains et dans les zones périurbaines alimentent leurs animaux avec des résidus justement qui viennent de cette consommation, et souvent sans préparation préalable, ce qui constitue aussi un danger très important pour la chaîne de valeur porcine. Puis, bien évidemment, il y a le transport qui est un service transversal qui concerne à la fois les intrants, les aliments, les médicaments, les produits, parce que les porcs, pour quitter des zones de production de fois très éloignées dans les campagnes jusqu'au centre de collecte, jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le marché de la consommation dans les grands centres urbains en général, il y a effectivement beaucoup de manipulations, beaucoup d'interventions, et ces transports ne sont pas faits dans les règles d'hygiène et de biosécurité optimales, et bien évidemment, cela crée un risque augmenté en matière de propagation de la peste porcine africaine. Donc, effectivement, beaucoup d'intervenants dans une chaîne de valeur, et les maillons de cette chaîne de valeur
malheureusement au niveau de leur interface, dans un système qui est un système informel en grande majorité, effectivement, crée des conditions d'un risque augmenté pour les maladies animales d'une façon générale et pour la peste porcine africaine en particulier. Les facteurs déterminants et les limites de l'élevage de porc en Afrique, nous allons lister quelques-uns. On a une urbanisation galopante, une augmentation exponentielle des populations, une concentration des consommateurs dans les grands centres urbains et autour des grands centres urbains. Effectivement, nous avons l'émergence aussi d'une classe moyenne qui a des moyens de consommer et qui a acquis de nouvelles habitudes alimentaires avec des sorties au restaurant, avec une consommation de restauration de rue qui est très augmentée aujourd'hui dans toutes les capitales, que ce soit à Ouagadougou avec les porcs au four, que ce soit à Abidjan, à Lomé ou à Lagos. Aujourd'hui, la consommation de rue des produits issus de la filière porcine se développe à grande vitesse et bien évidemment, cela tire la production vers le haut avec malheureusement les risques que cela comporte aussi. La perception même des consommateurs à l'égard de la viande de porc a beaucoup changé. Les conditions d'élevage s'étant améliorées, beaucoup de personnes qui rechignaient à consommer de la viande de porc aujourd'hui cette viande trouve grâce à leurs yeux et la consommation s'ensuit bien évidemment. Les avantages économiques de la production porcine permettent aussi de faire émerger des agriculteurs et des agro-entrepreneurs. En effet, c'est une exploitation qui est rentable et avec un retour sur investissement qui est très intéressant, bien évidemment en dehors des risques biologiques de PPA notamment. Et tout cela fait que, effectivement, beaucoup de personnes commencent à s'investir dans cette filière et la demande augmentant. L'ouverture aussi des frontières, notamment avec le projet de libre-échange sur le continent africain, mais d'ores et déjà dans des espaces économiques comme la CEDEAO en Afrique de l'Ouest ou la CEMAC en Afrique centrale, où nous avons des zones de libre-échange, des zones où il y a une libre circulation des personnes et des biens, on voit déjà qu'il y a un grand développement des échanges inter-États et ce développement se fait aussi en faveur des échanges porcins et effectivement, nous l'avons observé dans l'apparition des foyers de peste porcine africaine, notamment en Afrique de l'Ouest. Le déficit commercial dans le secteur porcin est patent et beaucoup de pays dans cette sous-région qui nous concerne, effectivement, est importatrice nette de viande de porc. Pour ne citer que le cas de la Côte d'Ivoire, je sais que le pays importe plus de 50 000 tonnes de viande de porc et de produits dérivés par année. Les influenceurs et les limites de l'élevage porcin en Afrique, c'est effectivement tout ce qui concerne le coût élevé des ingrédients, notamment les ingrédients alimentaires et la non-disponibilité de ces ingrédients. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons du coût alimentaire qui fait que certains petits exploitants dans les centres urbains et les périurbains ont recours aux déchets des bennes à conteneurs, à poubelles ou dans les résidus pour alimenter les porcs au moindre coût. Il n'y a effectivement pas assez de producteurs d'aliments commerciaux là où c'est nécessaire. Même quand ils existent, en général, les matières premières sont importées, notamment pour ce qui concerne les céréales dont les résidus sont utilisés dans cette alimentation. Donc, les coûts sont élevés et suivent le cours mondial. La mauvaise biosécurité et la présence régulière de menaces biologiques, en particulier la peste porcine africaine, ne militent pas en faveur des investissements de plus en plus importants dans le secteur. Bien évidemment, si le secteur le cadre sanitaire était maîtrisé, bien évidemment, de nouveaux investisseurs pourraient se lancer dans ce secteur. Et puis, bien évidemment, il y a les connaissances, les attitudes, les pratiques et perceptions même des acteurs que j'ai évoqués tout à l'heure dans la chaîne de valeur. Le niveau n'est pas
optimal, il est inadéquat, il est inapproprié. Et la communication même des risques entre les acteurs de cette communauté appartenant donc à la chaîne de valeur n'est pas suffisante, elle est médiocre et cela n'encourage pas ou du moins ne permet pas une amélioration rapide des conditions d'exploitation de ce secteur. Pour ce qui concerne la peste porcine africaine, l'Afrique occidentale avait été épargnée pendant très longtemps de cette maladie. Et d'ailleurs, dans les années 80 et 90, beaucoup de pays, de nombreux pays, depuis le Sénégal jusqu'au Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tous ces pays avaient mis en place des programmes ambitieux de développement de cette filière porcine, puisque le seul cas qui avait été enregistré dans la région, c'était en 1959 au Sénégal, mais tous les autres pays n'avaient jamais enregistré cette maladie. Et c'est au moment où la production porcine prenait vraiment son envol dans cette sous-région que un pays comme la Côte d'Ivoire en 1996 a été frappé de plein fouet dans ce développement. Et malheureusement, s'en est suivi des pays comme le Bénin, le Togo, le Nigeria en 97 et le Ghana en 99, malgré toutes les précautions, mais le pays étant cerné par des pays qui étaient tous contaminés par la peste porcine africaine, bien évidemment, malgré les mesures qui avaient été prises en son temps avec la FAO pour mettre en place des mesures préventives, la maladie est entrée. Heureusement, elle a pu être éradiquée rapidement, mais depuis, la maladie s'est installée puisque des réintroductions ont eu lieu. C'est aussi le cas du Burkina Faso, qui était un pays indemne de cette maladie jusqu'en 2003, mais les ports manquants en zone sud, bien évidemment, les marchands de bétail ont cherché de plus en plus loin des zones d'approvisionnement pour alimenter les marchés au sud, les grandes capitales où la consommation est importante. Et c'est certainement de cette façon, dans cette quête de nouveaux animaux dans ces régions-là, que la maladie est certainement arrivée au Burkina Faso. Donc, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont pu éradiquer les premières épidémies à des coûts vraiment très différents. Peut-être que dans nos conversations ultérieures, on aura à revenir sur ces aspects. Mais les autres pays de l'Afrique de l'Ouest infectés ou endémiques, ils sont nombreux aujourd'hui, que ce soit la Gambie, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, tous ces pays font l'expérience malheureusement de cette maladie. Et les épidémies récurrentes existent quand la maladie n'est pas encore établie de façon endémique. Les sources originelles, comme on l'a dit, ce sont des poubelles, ce sont des décharges, des déchets de consommation dans les centres urbains, puisque quand on observe toutes les épidémies, tous les foyers qui se sont déclarés, quasiment tous, dans ces capitales ou autour de ces capitales ou dans ces zones, les foyers primaires étaient des foyers qui partaient de déchets d'aliments qui étaient dans des poubelles ou des bacs à containers. Et le cas de la Côte d'Ivoire est un cas d'école où effectivement, le premier élevage qui a été affecté dans un bidonville qui jouxtait un quartier résidentiel des deux plateaux à Cocody. Ce bidonville avait un grand nombre de petits éleveurs qui s'approvisionnaient dans les bennes à ordures du quartier résidentiel où vivent des diplomates, des gens de toutes origines. Et c'est comme ça que la maladie est arrivée dans l'exploitation. Et après, bien évidemment, avec le déplacement des porcs, la maladie s'est répandue dans toutes les communes d'Abidjan. Donc, voilà un peu la cartographie de ce que j'évoquais tout à l'heure en fonction, à la suite, les uns et les autres, tous les pays de la sous-région ouest africaine ont été contaminés. Bien évidemment, dans cet espace, il faut noter que le Cameroun avait enregistré déjà en 1981-82 l'apparition de la peste porcine africaine. Beaucoup d'efforts ont été faits pour réduire son impact, mais effectivement, cette maladie est restée pratiquement endémique jusqu'à aujourd'hui, malgré les projets, les luttes successives qui ont été menées dans ce pays. Bien évidemment, le Tchad
a été contaminé aussi en 83, mais aujourd'hui, effectivement, dans le sud du Tchad, qui est frontalier avec le Cameroun, il y a des foyers récurrents de peste porcine africaine. Voilà, comme je le disais, les échanges, les réseaux routiers ont joué un rôle très important dans la propagation de la peste porcine africaine. Et on voit très bien que les foyers se sont développés en chapelet le long des grands axes routiers, par exemple entre Abidjan jusqu'à Lagos au Nigeria, où on peut compter au moins 5 à 6, voire plus de grands centres de consommation. Et bien évidemment, les commerçants, les marchands de bétail essayent de s'alimenter là où ils peuvent. Quand il y a un foyer, effectivement, la viande est moins chère, ils vont l'acheter dans ces zones et ils la ramènent dans des zones de consommation pour faire des marges plus importantes. Et c'est comme ça aussi qu'ils ramènent le virus dans ces zones. Et effectivement, quand ces zones se vident parce que la maladie a décimé les porcs et que le marché demande de la viande, ils vont prospecter plus loin. C'est ainsi que des marchands de porcs de Cotonou, de Porto Novo ou même de Lomé vont faire leur marché jusqu'au Burkina Faso. Hein, j'en ai rencontré à Ouagadougou qui vont faire leur marché au Burkina Faso et qui transfèrent les porcs depuis ces zones d'acquisition jusque dans les zones de consommation. Tout est une question de prix. Quand les prix augmentent, et effectivement, les marchands de bétail trouvent le moyen de s'approvisionner là où ils peuvent. Et c'est ainsi aussi que parfois, avec les moyens qui les accompagnent, les véhicules, enfin tout ce qui les accompagne, ils peuvent aussi être des facteurs de transmission de la maladie d'un point à un autre. Nous avons parlé, enfin, des présentations précédentes ont parlé des cas de peste porcine donc, sur le continent africain. Bien évidemment, il s'agit des tableaux WAIS où nous pouvons voir très bien que des pays comme l'Angola, en rouge ici, on voit que de façon récurrente, la maladie, on va dire de façon endémique, la maladie est présente depuis 2005 jusqu'à 2019. Le Bénin, depuis 2005 aussi jusqu'à 2019, bien évidemment, le tableau n'est pas actualisé, mais comme vous voyez, des pays comme le Burkina Faso, ici le Cameroun, la Côte d'Ivoire, sont des pays, même en Côte d'Ivoire, même si la maladie depuis 1996 avait été éradiquée, mais on voit très bien qu'en 2014, la maladie est revenue et effectivement, depuis cette date, au moins tous les 2 ans, il y a des nouveaux foyers qui sont diagnostiqués dans le pays. C'est aussi le cas du Ghana où la maladie s'est installée de façon presque endémique. La Guinée-Bissau, c'est la même situation épidémique. À Madagascar, effectivement, là aussi, c'est une grande préoccupation. Au Malawi, Mozambique. Ici, au Nigeria, qui est le plus grand producteur de porc du continent, la maladie aussi s'est établie de façon endémique. Ici, au Sénégal, quelques cas ont été signalés, mais aujourd'hui, effectivement, la situation semble plus calme et maîtrisée vis-à-vis de la PPA. En Afrique du Sud, en Tanzanie, au Togo, effectivement, la maladie aussi s'est propagée, longtemps limitée au sud du pays autour de Lomé et dans la zone atlantique. Aujourd'hui, la maladie a atteint le nord du pays et les premiers foyers même qui avaient été enregistrés au Burkina Faso étaient pratiquement à la frontière entre le Togo et dans la zone de Kompienga, entre le Togo et le Burkina Faso. Les moteurs et risques, facteurs déterminants de la peste porcine africaine. Effectivement, c'est là que nous allons aborder tous les aspects en fait, qui rentrent en ligne de compte quand on veut élaborer la riposte contre la peste porcine africaine.
effectivement, ces lacunes sont nombreuses, et ce qui limite effectivement les efforts qui sont déployés. Alors, bien évidemment, les faiblesses, au titre des faiblesses dans les stratégies de prévention et de contrôle des infections, on a les faiblesses des infrastructures vétérinaires dans la plupart des pays africains, le manque de ressources humaines et financières. En Côte d'Ivoire, il y a eu des fois où les opérateurs du secteur ont préfinancé des campagnes de lutte contre la peste porcine africaine en attendant que le gouvernement, enfin l'État, trouve les moyens pour refinancer ces campagnes. Donc, c'est un cas de partenariat public-privé qui a très bien fonctionné. Il y a des lacunes dans la compréhension même des facteurs sous-jacents de la propagation, puisque effectivement, il y a un certain secteur qui est très mal organisé. L'élimination sans discernement des matières viscérales, des déchets avec les abattages clandestins et les abattages dans les fermes ne facilite pas le travail en termes de biosécurité. Des porcs en divagation en nombre important, des porcs qui font en même temps des porcs charognards ou des porcs éboueurs, effectivement, qui ont accès à toutes sortes de déchets, effectivement, cela ne facilite pas la tâche et favorise les contaminations multiples. L'inexpérience des agriculteurs, des éleveurs eux-mêmes, les activités sournoises, puisque quand il y a un foyer de peste porcine, ils s'empressent justement de vendre des porcs du voisinage ou même les porcs malades, et on a eu même des cas où des carcasses de porcs, des cadavres de porcs ont été vendus et ont été distribués dans le réseau de consommation, provoquant bien évidemment des foyers secondaires, que ce soit en Côte d'Ivoire et bien d'autres pays, des cas similaires ont été enregistrés. L'alimentation à base d'eau grasse, c'est le point crucial. Effectivement, comme je l'ai dit, la majorité des foyers primaires de peste porcine africaine qui apparaissent autour et dans les grandes villes de la sous-région que nous étudions viennent justement des eaux grasses, et c'est un gros problème. La détention de porcs infectés et la rétention des survivants, les porcs que nous appelons les porcs résiduels, constituent un problème majeur. Les éleveurs parfois pensent que ces animaux qui ont survécu à la maladie sont plus résistants et ils ont tendance à vouloir les garder, quand bien même cela représente un danger pour les générations futures d'animaux dans cette exploitation. Les facteurs anthropiques, les vétérinaires, les paravétérinaires, toutes les personnes qui interviennent dans les exploitations sans le respect de mesures de biosécurité sont effectivement des facteurs importants dans l'analyse de risques en matière de chaînes de valeur porcine. Les systèmes de commercialisation informels, notamment en cas d'apparition de peste porcine, je l'ai évoqué tout à l'heure. Et bien évidemment, les installations d'abattage dans les communautés, les abattages clandestins, tous ces éléments sont à prendre en compte quand nous élaborons nos stratégies de réduction de risques de peste porcine africaine, en tout cas dans l'espace ouest africain et en Afrique centrale. Et donc, c'est là que je vais arrêter mon intervention en vous remerciant pour votre très, très aimable attention. Merci. À vous, Bassi. Merci beaucoup, Jassi. Et nous passons maintenant à la dernière présentation qui concerne l'Afrique orientale, qui est une présentation enregistrée, comme je vous le disais au début, de Sharon Sigadi, qui travaille pour une grande compagnie de production et traitement de viande de porc. Donc, si tu peux arrêter le partage de l'écran.